Je voudrais parler un petit peu de l'écriture inclusive et de ce qu'il y a implicitement en jeu à ce sujet. Et a priori, c'est une écriture qui est faite pour rappeler le féminin. On oublie, comme si en écrivant, on oublie qu'il y a la femme et on rappelle, voilà, l'accord féminin. Et ça fait d'ailleurs des écritures parfois bizarres, mais bon, si c'est pour la bonne cause, pourquoi pas? Et puis je me suis dit, mais est-ce que la femme a besoin d'être rappelée? Qui oublie la femme? Qui oublie le féminin? Est-ce que ce seraient les femmes? Non, les femmes pensent beaucoup à la femme parce que c'est par rapport à elle, à la féminité, qu'elles cherchent la leur, qu'elles s'ajustent, si je puis dire. Les hommes, n'en parlons pas, ils pensent tout le temps aux femmes. Donc, quel oubli devrait combattre cette écriture inclusive? Je laisse de côté le mot inclusif qui cherche à inclure et qui renvoie à une exclusion. Nous allons en parler. Et donc, il y a une question dans cette écriture qui voudrait rappeler ce à quoi tout le monde pense en réalité. Et le rappeler comme par un geste religieux. Il ne faut pas oublier d'écrire comme ça. Il y a des groupes religieux qui s'interdisent d'écrire le mot Dieu et qui l'écrivent bizarrement. C'est une contrainte religieuse. Et là, c'est aussi une contrainte religieuse. Et je me suis demandé de quelle religion, ou plutôt de quel geste cela relève. Et je pense que sous-jacent, il y a l'idée à laquelle on tient beaucoup, à laquelle certains tiennent beaucoup, et qui est une idée pas si mauvaise, c'est l'idée de pouvoir changer de normes, d'introduire de nouvelles normes, parce que les anciennes ne conviennent plus. En l'occurrence, là, on s'est accommodé du masculin, féminin, le neutre, on peut dire autrice au lieu de auteur avec eux. Bref, on s'en débrouille, mais je pense que cette pugnacité sur l'écriture inclusive veut rappeler autre chose que la femme, que personne n'oublie. Elle veut rappeler qu'il faut maintenant changer de normes sur beaucoup de choses. Et là, on s'intéresse alors au mot inclusif. C'est une écriture qui veut inclure, donc qui veut combattre l'exclusion. Là, c'est intéressant parce que beaucoup de choses et beaucoup de faits humains évoquent l'exclusion. Et déjà, l'exclusion, il y a tout un courant de gens qui disent qu'ils sont exclus, ils sont même racisés. Et là, on se questionne, mais exclus de quoi? Et bien, chacun vit une exclusion, puisqu'il aimerait accéder à telle chose et il en est écarté par ses propres empêchements, par la réalité, par des gens qui ne l'aiment pas, etc. Donc l'exclusion, comme l'inclusion, fait partie de la vie. Apparemment, il y a une revendication, une lutte même contre l'exclusion et qui se revendique, qui a des dimensions identitaires. On se sent exclu, cette identité se sent exclue et revendique plus de visibilité. Tiens, c'est comme l'écriture. L'écriture veut rendre visible le féminin comme s'il ne l'était pas. Et là, c'est une entité, une identité qui va être plus visible. Et on se dit quand même, c'est bizarre. Et elle revendique d'être plus visible et elle exhibe deux signifiants majeurs. On est racisé, c'est-à-dire victime du racisme, donc c'est un mouvement antiraciste, et
déjà, ça fait question. Et quel racisme! Et surtout, on est victime de colonialisme. On relève d'une pensée de décolonisation. On a comme programme de décoloniser. Et là, on tique, parce que la décolonisation a été faite depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une déception, une souffrance, un malheur même, de constater que la décolonisation n'a été qu'un transfert de la place des colons à des notables qui font mieux que les colons pour ce qui est de l'égoïsme et de la possession et de l'accaparement et de la spoliation. Mais bon, on peut comprendre que ça donne une rancœur, et je dirais presque justifiée. Donc on doit la refaire. C'est comme des révolutionnaires qui voulaient la révolution ouvrière, prolétarienne, populaire, et qui peuvent ressentir une douleur de voir qu'elle a été faite plusieurs fois et défaite par elle-même plusieurs fois, échouant totalement et plus que ça. Donc il y a une rancœur et il y a le désir de la refaire. Nous la referons, cette révolution, elle sera beaucoup mieux puisque c'est nous qui la ferons et qu'on est ce qu'il y a de mieux. Donc nous referons cette décolonisation. Puis en grattant un peu, on se rend compte que c'est un peu plus complexe. On dirait qu'il y a une revendication qui brandit les mots de l'autre pour les lui renvoyer à la figure, pour lui enfoncer ces mots dans la gorge. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, vous vous promenez dans la rue, vous allez dans des écoles, des universités, des lieux de travail, vous ne trouverez pas un blanc qui dise moi je suis raciste, je suis supérieur, nous sommes supérieurs aux Noirs, aux Maghrébins, etc. Vous ne trouverez pas. Ça n'existe plus sur le marché. Et ailleurs, c'est possible. Mais, disons, en France, dire à quelqu'un qu'il est raciste, c'est une insulte. Eh bien, il y a des gens qui viennent, qui disent « Nous sommes les vrais antiracistes et vous dites que vous êtes antiraciste, mais vous êtes raciste. » Et là, c'est intéressant. Quel modèle est-ce qu'on a de gens qui vous combattent avec vos propres mots, c'est-à-dire qui veulent vous enfoncer avec vos propres convictions. Ben, figurez-vous que j'ai trouvé un petit modèle et qui a été vécu par moi. C'est le modèle de la présence juive dans le monde arabe. Vous savez que le Coran a pris ses contenus dans la Bible, textuellement, réadaptés en arabe. Et j'ai vécu, quand j'étais au Maroc, cette situation où c'est avec des mots de la Bible, donc des mots de la communauté où je vivais, qu'on était dénoncé comme mécréant. Et il m'a semblé que c'est le même schéma qui se répète, c'est-à-dire c'est bien sûr un schéma un petit peu pervers, dénoncer l'autre comme étant traître à lui-même. Vous êtes des antiracistes, vous dites que vous êtes des antiracistes. Vous, on va dire les blancs normaux, c'est déjà grave qu'on ne sache pas comment appeler le kidam normal qui circule. Voilà. L'homme quelconque, l'humain quelconque. Vous dites que vous êtes antiraciste, justement, c'est en ça que vous êtes raciste. Et là, évidemment, ça introduit un tournis, et il se peut que cette demande de non-exclusion,
ces demandes de vraie décolonisation, ces demandes de vraie éradication du racisme, elle est faite pour ne pas être entendue, pour se poursuivre comme ça à l'infini, pour qu'il y ait une revendication constante à ce que ça change sans que ça touche les vraies et dures conditions de la vie. Et évidemment, parmi les nouvelles normes, eh bien, il y aura par exemple la liberté de changer de sexe. On connaît un certain nombre de gens qui sentent le besoin de changer d'identité sexuelle, ils sont trop mal dans celle dont ils ont hérité. Très bien, ça, maintenant que sur le marché, il y a ce qu'il faut pour que ça se fasse, ça se fait. Mais d'autres disent non, on veut pouvoir être homme ou femme à volonté et devenir femme, puis ensuite redevenir homme, etc. Ça, c'est les hormones, très bien. Mais de là à ce que ça devienne la norme, c'est pas de sexe défini au départ, et parce qu'il est très souvent mal défini, il n'est pas si souvent mal défini, mais ça suffit pour que on prenne ces cas singuliers comme la nouvelle norme. Évidemment, l'idée sous-jacente, c'est que l'identité sexuelle de chacun, c'est une pure construction. Et le mot pur est un peu de trop. C'est une construction à partir de choses qui sont données, elles-mêmes héritant de construction, elles-mêmes élaborant des données, etc. Donc, ce n'est pas déterminé. On ne peut pas déconstruire l'identité de chacun et la reconstruire. Cette idée de déconstruire et reconstruire autrement est héritée d'un philosophe qui, je pense, a été fasciné par son idée, voilà, j'allais faire le lapsus, la destruction, non, il disait la déconstruction, c'est-à-dire prendre tous les matériaux, les défaire, mais si vous déconstruisez un bâtiment, disons un peu sphérique, et vous prenez toutes ces briques et vous en faites un pavage d'une route, ben vous n'avez pas déconstruit, vous avez perdu une forme et vous en faites une autre, une forme plate. Et il n'y a pas de déconstruction, vous avez détruit et vous prétendez reconstruire autre chose. Ça vous dispense d'ailleurs de justifier ce geste. Mais enfin, on dit toujours que ce qui existe, ça cache des choses inavouables, etc. Donc il y a aussi le fantasme qu'en déconstruisant, on révèle tout. Il y a le fantasme de tout voir, qui est un fantasme pervers, de mise à nu totale de l'autre à des fins de maîtrise. Donc, ces revendications, et refaire la langue, refaire l'écriture, refaire l'identité sexuelle de façon généralisée, c'est-à-dire indéfinir les identités par un décret, alors qu'elles ont déjà leur infinition, leur indéfinition. Eh bien, il y a une posture, peut-être une imposture narcissique au départ, un désir de maîtrise de l'humain, un fantasme qu'on doit pouvoir tout refaire. Eh bien, refaites déjà ce qui vous écrase réellement, au lieu de refaire ce qui n'appelle pas de façon urgente à cette refaçon.